Au nord-ouest de l'île de Montréal, la colonisation est quasi impossible. Le territoire peu fréquenté. Les fréquentes attaques des Iroquois menacent les colons audacieux qui, malgré tout, tentent de s'y installer. Dans cet épisode, nous allons découvrir la lente colonisation des seigneuries dans cette région qui prendra nom de Laurentide, nom qui lui fut donné par l'historien et notaire François-Xavier Garneau en 1845. Voisine de Montréal, l'île Jésus fut la deuxième seigneurie à être accordée en 1636 aux missionnaires jésuites qui la délaissèrent. Plus tard, en 1675, elle fut cédée à Monseigneur François de Montmorency-Laval. Étroitement liée à l'évolution de la colonisation des Laurentides, la seigneurie reçut ses premiers habitants qu'à partir de 1680. La troisième seigneurie fut concédée en 1640 aux fondateurs de Montréal, qui la cédèrent plus tard aux Sulpiciens. Tout comme à l'île Jésus, les premiers colons n'arrivent qu'en 1680. La quatrième seigneurie, de la rive nord à être concédée, le fut à Pierre le Gardeur de Repentigny en 1647. Elle fut maintes fois subdivisée. À l'est de Montréal, c'est celle de Repentigny, qui avait été concédée en 1647, mais pour des raisons que je viens de vous expliquer, n'aura jamais connu de colonisation. 1670, le fils du seigneur Pierre le Gardeur bâtit un premier manoir, attire déjà des gens sur son territoire, cède la moitié de la seigneurie à Charles-Aubert de Lachenay, qui est le plus grand marchand de Québec. Donc, au même moment, se créent Repentigny et Lachenay. Donc, déjà en 1672, les deux territoires commencent à être occupés, défrichés par un premier groupe de colons. 1679, on crée une paroisse conjointe, Repentigny, Lachenay, l'île Jésus. Il se passe encore rien du côté de Saint-Sulpice, rien à l'est, en s'en allant vers Berthier non plus. Encore une fois, tout va bien. Les colons prennent pratiquement toutes les terres de Lachenay, sont développées vers la fin des années 1670. Arrive en 1684 un autre conflit franco-iroquois. Celui-là, il est très important. Aussitôt, Repentigny, la pointe de l'île de Montréal, la pointe de l'île Jésus, Lachenay vont toutes fortifier leurs habitations seigneuriales parce que cette guerre-là est véritablement menaçante. Au début, les Iroquois font juste des raids. Ils s'en vont dans le bois et tuent une personne et ils repartent. Voyant que cette stratégie-là ne fonctionne pas, on va commencer dès 1689 à faire des raids iroquois. On les fait quand? L'automne, quand les familles retournent dans leur maison. Et on arrivait à ce moment-là, le code 1689 est très intéressant. On dit par une nuit d'épaisse poudrerie, le 13 novembre 1689, la tribu de Chaudière-Noire attaque Lachenay. L'attaque se fait la nuit. Ils arrivent du territoire qui serait aujourd'hui Terrebonne, qui n'existait pas à l'époque. Mettent le feu aux maisons. Les gens sortent, on les tue. Alors, ceux qui étaient plus près du fort de Lachenay vont se réfugier. Donc, 33 morts dès la première attaque. Population totale de Lachenay à l'époque, 90. On en tue le tiers dès le premier soir.
développement là, des Basses-Laurentides, l'installation des colons, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile déjà d'attirer des colons, puis qu'ils puissent s'installer tranquille. Souvenez-vous du fameux massacre de Lachenay. Bon, ben les Iroquois avaient tué plus de 30 personnes. C'est sûr que Frontenac, lui, avait exagéré un petit peu, il restait 2 survivants sur 90. Toujours est-il qu'une compagnie du régiment de Carignan-Salière est venue s'installer pendant plus de 10 ans à Lachenay pour essayer de calmer les ardeurs de tout le monde. Mais ça n'a pas aidé au développement, là, parce que tout a été ralenti dans les Basses-Laurentides. Les colons, on avait de la misère à les avoir, puis on avait de la misère à les attirer, puis il y avait de la misère à s'installer parce que les Iroquois faisaient de grands carnages et des massacres, dont celui de Lachenay qui ont tué plus de 30 personnes en 1680. Alors évidemment, ça a créé un effet de terreur partout en Nouvelle-France. Et à ce moment-là, il n'est plus question dans le Grand Montréal qu'il n'y ait aucun développement possible. Saint-Sulpice va, quelques années après, quand l'Académie va recommencer, tenter de se développer, mais ça va être un peu peine perdue tant qu'il n'y aura pas le traité de paix de 1701. Alors l'année 1701, qu'on va appeler le Grand Traité de paix de Montréal, est dans le fond la date capitale de tout le développement du sud de la Nodière, et vous verrez par le fait même un peu des Basses-Laurentides. Accordée en 1673, la seigneurie de Terrebonne a eu plusieurs illustres seigneurs. Une première ébauche de colonisation commença en 1681, mais il fallut attendre la Grande Paix pour que les premiers colons arrivent sur les lieux. Alors, le traité de paix de Montréal, en 1701, va donner un véritable traité de paix. C'est-à-dire que cette fois-là, les enjeux avec les Iroquois ne sont plus là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menaces potentielles pour l'instant dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, tant à l'est, on parlait beaucoup de Repentigny-Lachenay tantôt, l'est de la Nodière va se développer très rapidement, jusque dans le coin de Berthier et tout ça. Du côté des Basses-Laurentides, l'histoire est différente. L'histoire est différente pour différentes raisons. On va d'abord commencer du côté de Terrebonne. La première seigneurie des Basses-Laurentides, c'est celle de Terrebonne, qui avait déjà été concédée en 1673. Pour les raisons que je vous expliquais, il n'y avait pas eu de développement. Et c'est en 1702 qu'arrivent les 4-5 premières familles de colons qui vont s'établir dans ce qui est aujourd'hui le Vieux-Terrebonne. Alors, donc, on les nomme Maisonneuve, Jolicoeur. Alors, ces familles-là, Richard, vont s'implanter et vont donner lieu à une longue descendance. Si je vous nomme les premiers colons de Terrebonne, je vous dis la Jeunesse, la Pointe. Je pourrais vous faire une série de noms, les Filions par la suite, les Ouimettes, les Desjardins. Alors voyez-vous, c'est tous des noms que vous allez reconnaître à la grandeur du territoire des Laurentides, parce que cette pépinière qui va venir s'établir à Terrebonne va par la suite, dans le siècle qui suit, essaimer le long de la rivière des Ménil et dans les profondeurs des seigneuries, pour ensuite monter du côté de la rivière du Nord et ainsi de suite, plus haut dans la région des Laurentides. En Nouvelle-France, il est interdit d'avoir des villages, à moins d'une dérogation spéciale. Alors, on est colon. En Nouvelle-France, on peut exercer un métier. On peut être forgeron, on peut être tisserand, on peut faire plein de choses, mais on est d'abord colon, cultivateur, on défriche une terre et on habite à la campagne. Il n'y a donc pas de village. J'y reviendrai plus tard, mais c'est important de retenir ça. Alors, qui est curé à Terrebonne à ce moment-là? Bien, en fait, Terrebonne, de 1702 à 1723, n'a pas de curé pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un
une seigneurie où on commence la colonisation et elle est desservie par le curé de l'île Jésus et de la Chenée, qui est une cure conjointe. Et ce curé-là, c'est pas n'importe qui. Il porte le nom de Louis Lepage de Sainte-Claire. Louis Lepage de Sainte-Claire est le descendant du seigneur de Rimouski. Il est donc dans ce qu'on pourrait appeler les bonnes familles de la Nouvelle-France. Alors, lorsqu'il s'installe dans la seigneurie de l'île Jésus, une seigneurie de religieux, je vous le rappelle, il va très rapidement monter les échelons, si bien qu'en 1720, il voit que la seigneurie de Terrebonne est à vendre. La seigneurie de Terrebonne, en 1720, il y a 16 familles. On ne l'appelle pas Terrebonne d'ailleurs, on l'appelle les Mélilles. Vous allez me dire, non, mais ça se peut pas. Les Mélilles, c'est la seigneurie des Mélilles qui commence avec Bois-des-Filions-Lorraine en s'en allant vers Boisbriand. Alors, par un facteur de circonstance, le curé Lepage met la main sur la seigneurie de Terrebonne en 1720. Dès l'année suivante, il est nommé vicaire général du diocèse de Québec. Mais il est beaucoup plus attiré par le potentiel économique de sa seigneurie. Lepage avait devant lui un plan de carrière tout dessiné pour devenir l'évêque de Québec, l'évêque de la Nouvelle-France. Mais les affaires l'attirent davantage. Il va davantage se consacrer à sa seigneurie. Il va d'abord demander à son évêque le droit de patronage, c'est-à-dire de s'établir dans sa seigneurie. Et il va donc l'obtenir et dès 1723, il fonde la mission Les Bois. Le premier nom qu'on donne à ce qui est le Vieux-Terrebonne aujourd'hui, c'est ce nom de mission Les Bois. Et très rapidement, le nom de Terrebonne va prendre sa place. On l'écrivait souvent à l'époque T-E-R-B-O-N-N-E, tout simplement. Rapidement, et je dis très rapidement, Louis Lepage parvient non seulement à en faire les plus gros moulins de la Nouvelle-France, mais il va également commencer à aménager dès les années 1730 l'embryon d'un village. Je vous ai dit plus tôt, c'était interdit. Il va le faire. En fait, il y a une tête de cochon. Pardonnez-moi l'expression, mais je ne peux pas utiliser un autre terme que celui-là. Il est totalement entêté. Il est convaincu qu'il a devant lui une mine d'or pour le développement économique de la Nouvelle-France. À trop vouloir, à un peu mal planifier, à ne pas prévoir des contextes économiques qui pouvaient être difficiles parce que imaginez-vous aussi qu'à l'époque de la Nouvelle-France, l'économie a des hauts et a des bas. Alors, il va être victime de son peut-être certain manque de prudence en affaires et ça va lui faire perdre sa seigneurie en 1745. Si c'est malheureux pour Lepage, qu'on va assez rapidement effacer en l'envoyant comme curé d'une petite paroisse qui est en train de se développer, Sainte-Rose de Lima à l'île Jésus. Alors, rapidement, celui qui va prendre la relève de Louis Lepage de Sainte-Claire, c'est-à-dire le seigneur Louis de Chappe de Lacorde, lui va véritablement bénéficier des efforts de Lepage, sans compter que Lacorde a un avantage sur Lepage. Lacorde a de l'argent. Lepage n'en avait pas. Je vous rappelle que c'est un curé. Il a beau venir des bonnes familles, il est toujours en train de quêter de l'argent tout le monde. Alors, on doit à Louis Lepage le développement de Terrebonne. Et une autre particularité, je vous ai dit tantôt, que Lepage, dans son entêtement, va faire en sorte que Terrebonne devienne un premier village. Et ça va être le cas. Si bien qu'en 1760, Terrebonne est le plus gros village au Québec, à part évidemment Montréal, Québec et Trois-Rivières, qu'on considère comme des villes. Alors, il faut donc comprendre l'importance du rôle que joue Terrebonne à l'époque, même si on parle de 57 maisons dans le village. Vous allez me dire que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est très modeste, mais si on le met dans le contexte de l'époque. Alors, je vous le disais, la notion de village n'existe pas encore. Terrebonne est une exception, et on verra beaucoup plus tard comment les villages vont se développer. La seigneurie de Terrebonne a reçu sa première augmentation en 1730, sous le nom de Seigneurie des Plaines, subdivisée en 1733. C'est en 1753 que fut accordée l'augmentation nommée de La Corne.
Importante dans l'évolution de la région, la ville de Terrebonne ne fait plus partie des zones administratives de Laurentides depuis 1986. Par contre, les villes de Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Sophie sont toujours liées géographiquement aux Laurentides. La seigneurie d'Argenteuil prend la forme de rectangle, dont le relief plat au sol fertile est ponctué de collines. Elle mesure 2 lieues de front sur la rivière Outaouais par 4 lieues de profondeur. Nous y retrouvons également la rivière du Nord, la rivière Rouge et l'île Carillon. Donc, la seigneurie d'Argenteuil, quand on pense à l'établissement humain, les premiers colons ont été établis dans l'isthme de la rivière du Nord, donc sur un côté, ce qu'on connaît aujourd'hui comme la terrasse Robillard, et de l'autre côté, la seigneuresse se gardait le droit sur ce qu'on connaît comme aujourd'hui le terrain de golf. Sur le terrain de golf, par contre, on a trouvé des traces d'occupation humaine qui nous ramènent à 6000 ans avant aujourd'hui. On fait juste penser au retrait des glaces là, qui s'est passé il y a à peu près 10 000 ans dans cette histoire-là. L'apparition de la mer de Champlain et par la suite, bon, tout ça rétrécit, devient le lac Lampsilis. Lampsilis qui veut dire en langue amérindienne baleine, donc c'était le lac aux baleines. Curieux parce qu'on pense que peut-être des baleines ont transité au-dessus de nos territoires, là, se sont promenés comme ça allègrement. Puis ce qui fait dire qu'on est certain qu'il y a eu des baleines là, c'est qu'à un moment donné, dans des fouilles archéologiques, on a découvert une carcasse de baleine là, dans le coin de Pembroke en Ontario. Bon, évidemment, les baleines transitaient par là, l'eau s'est retirée, les humains sont arrivés. Argenteuil, on parle d'une occupation amérindienne ou de Première Nation là, dans l'archaïque ancien, là, 6000 ans, 5 à 6000 ans avant aujourd'hui. On a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites dans les années 50, dans les années 60, les années 70, qui ont démontré que ces gens-là étaient pas juste des chasseurs-cueilleurs, donc des nomades qui se promenaient sur le territoire, mais des gens qui établissaient une partie du territoire et c'était probablement les premiers agriculteurs d'Argenteuil. Donc, ils ont aussi sûrement cultivé là, ce qu'on appelle les 3 sœurs, hein, le maïs avec la courge et le haricot là, qui serpente autour de la tige de maïs. Et en plus de ça, c'est drôle parce que ces gens-là avaient une pratique funéraire qui était particulière. Ils enterraient leurs morts. Certains pouvaient transporter leurs morts avec eux de village en village, mais chez nous, dans Argenteuil, ils auraient laissé les morts là. Et quand les Anglais ont commencé à coloniser le territoire un petit peu plus tard dans le 18e siècle, ils ont établi un cimetière au-dessus de l'ancien cimetière amérindien là, de ces temps-là. Alors, le cimetière de Saint Andrews protestant qu'on connaît là, dans la courbe qui monte vers Carillon, ce cimetière-là est installé par-dessus l'ancien cimetière des familles iroquoises qui ont vécu dans ce coin-là là, du secteur. Quand Frontenac a concédé la seigneurie d'Argenteuil en 1680 à Charles d'Aillebout des Mussauts, faut comprendre une chose. Le territoire est en pleine guerre. Tout ce qui existe à l'ouest de Montréal est sous contrôle des Iroquois. Il y a des rapts. On ne peut pas assurer la sécurité des gens à l'ouest de Montréal. Frontenac fait un choix vraiment politique en concédant cette seigneurie-là à son ami des Mussauts. Le Lonceau, le pied du Lonceau est un lieu de passage primordial pour le développement de la colonie française en Amérique. C'est par là qu'on accède au pays d'en haut, c'est par là qu'on accède au royaume du Saguenay, c'est par là qu'on accède aux fourrures du Témiscamingue. Donc, d'avoir quelqu'un qui pourrait s'installer, pas nécessairement établir parce qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité là, des habitants, mais au moins s'installer là avec des postes de traite puis assurer le contrôle des passagers, de tous ceux qui vont passer par le Lonceau. Il ne faut juste pas oublier là, que 20 ans auparavant, on vient de vivre la bataille du Lonceau avec Dollard des Ormeaux. Hein, on avait envoyé des gens là, libérer le pied du Lonceau pour assurer le passage et le retour de Pierre-Esprit Radisson qui venait avec un chargement de fourrure là, qui a sauvé la colonie, semblerait-il. Donc, d'Aillebout des Mussauts prend possession de cette seigneurie-là et ensuite de ça, à sa mort, la donne à son fils Pierre d'Argenteuil. C'est là qu'apparaît pour la première fois le nom d'Argenteuil. Pierre d'Argenteuil meurt subitement et la seigneurie appartient à ce moment-là à sa femme Marie-Louise Denis,
qui était une de la Ronde, Marie-Louise Denis de la Ronde. Et c'est elle qui, un jour, va établir la seigneurie. Sa géographie ne fut presque pas modifiée, sauf une histoire de bornage avec leurs nouveaux voisins, les Sulpiciens. La guérilla juridique se termine en 1732, devant le roi lui-même en personne. Dès ce moment-là, Marie-Louise Denis de la Ronde commença l'établissement de la colonisation. En 1740, seulement 5 familles françaises étaient établies aux abords de la rivière des Outaouais. Multiples visages viennent de son histoire et qui prend racine il y a plus de 1000 ans, au temps des Algonquins. Plus de 200 000 personnes habitaient jadis dans cette région de l'Outaouais et de ses affluents. C'était le vaste domaine des Algonquins, la porte d'entrée des Hautes-Laurentides, le lieu de rassemblement à l'été. Donc, si on se réfère à des historiens comme Serge Lorrain, il est question d'avoir au départ des Oueskarani, c'est-à-dire une tribu algonquine qui fréquente la Petite Nation, la rivière de la Petite Nation, le Lièvre et fort probablement aussi la Nord. C'est tous des cours d'eau qui permettent de pénétrer à l'intérieur des terres, de remonter vers le nord. Alors que les tribus, généralement, vont transiger entre elles via le fleuve Saint-Laurent ou d'autres cours d'eau d'importance, de grande importance, comme l'Outaouais aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est des Algonquins de la tribu des Oueskarani. Les Algonquins accompagnaient les chargements de fourrure par la rivière Petite Nation et de la Lièvre. Les attaques répétées des Iroquois qui les ont fait fuir de la région et le massacre au Petit Lac Nomineng en 1650 les éloignèrent catégoriquement. Alors, chez les Premières Nations qui gravitaient sur le territoire, bon, évidemment, on avait les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent, bon, qui contrôlaient le Lonceau vers le sud. Et en tirant vers l'ouest, vers la Rivière-Rouge, la Petite Nation et tout ça, on avait ce qu'on connaissait à l'époque comme étant le peuple du chevreuil, ou, bon, leur nom, ce sont les Oueskarani. Alors, les Oueskarani gravitaient du nord, montaient dans le nord en hiver, descendaient vers le sud, c'était, bon, un peuple de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Tu sais, il faut toujours se rappeler que les rivières regorgeaient de poissons, là, dans ces temps-là. La rivière du Nord, on pêchait du saumon à la chute, là, pour vous dire, là. Alors, évidemment, sur la rivière Rouge, c'était la même chose. Donc, ces Oueskarani-là avaient l'habitude, la tradition d'aller vers Nomineng, le grand lac Nomineng et le petit lac Nomineng pour passer, bon, les temps d'hiver. Une année comme ça, les Iroquois sont tellement présents dans le sud, veulent contrôler les allées et venues de tout le monde, qui ont décidé d'en finir avec les populations Oueskarani. Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse bataille-là autour de 1650 là, sur le lac Nomineng, où les Oueskarani revenaient d'une partie de chasse, se sont rendus compte que le village avait été attaqué, on revirait de bord à Mairie, sur le bord du lac, dans une petite clairière, et c'est en plein là que les Iroquois les attendaient, ils les ont massacrés. Il y a eu 2 ou 3 survivants là, qui ont été capables de transporter avec eux cette histoire-là et raconter dans la tradition. Alors voilà un peu ce qui s'est passé là, avec ces Oueskarani-là sur le territoire de l'ouest des Laurentides. Alors, suite à cette bataille-là, ils ont quitté la région, sont montés vers Québec.
rejoindre d'autres tribus amérindiennes de ces coins-là. À la suite de la signature de la Grande Paix en 1701 et tout au long des 18e et du 19e siècles, quelques familles d'Algonquins et d'Iroquois recommencèrent à exploiter le territoire. Des postes de traite ont notamment été établis à l'embouchure des rivières Petite-Nation et de la Lièvre. La Petite-Nation a vu passer Samuel de Champlain, Monseigneur Laval, premier seigneur, le bouillant Louis-Joseph Papineau et Henri Bourassa, fondateur du Devoir. Elle fut l'hôte du sommet du G7 en 1981 au château Montebello. Et c'est là, au village de Montebello, qu'est érigé le cadran solaire de la ligne du 75e méridien qui sert à déterminer l'heure normale de l'Est. La seigneurie de la Petite-Nation fut concédée en 1674 à Monseigneur Laval, qui songeait alors à y créer une mission. Il changea d'idée et en fit don au séminaire de Québec en 1680. Mais ce fut le notaire et arpenteur Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph Papineau, qui entreprit son développement en 1801. En 1814, une trentaine de colons y sont installés. Louis-Joseph Papineau acheta de son père la seigneurie en 1817, qui la fit administrer par son frère Denis Benjamin. À son retour d'exil en 1845, Papineau s'installa sur ses terres. À la mort de Louis-Joseph Papineau en 1871, la seigneurie, divisée entre les héritiers, devient la seigneurie Papineau.